Je suis l'Afrique, fille des étoiles. Mon nom traverse les âges sans voile. On m'a dit pauvre, on m'a dit silence, mais ma mémoire est une danse. Je suis la flamme dans les regards, le pas ferme sur le boulevard. Je suis le rêve de mes ancêtres, le cri des peuples qui veulent renaître. Je suis l'Afrique debout entière, ma voix résonne dans la lumière. Terre d'avenir, terre d'espoir, ma peau est d'or, mon cœur est noir. Je suis L'Afrique, fière, indomptable, ma route est vaste, ma force inépuisable. J'ai nourri le monde et ses royaumes, sous mes pieds dorment mille tomes. J'ai vu les larmes, j'ai vu la gloire, mais je demeure mémoire et miroir. Je suis sable, je suis pluie, je suis rebelle et harmonie. Je suis voix, je suis chant, je suis l'Afrique à chaque instant. Là où l'Europe voyait des sauvages, Dieu avait posé son trône. Voici l'histoire d'une femme que l'on a tenté d'effacer des mémoires. Une femme dont la parole résonne encore dans le cœur des peuples d'Afrique. Une prophétesse, une visionnaire, une voix sacrée dans un monde brisé. Kampavita, aussi appelée Donna Béatrice, fut l'une des figures spirituelles les plus puissantes de l'Afrique précoloniale. Née vers 1684 dans le royaume du Congo, elle vécut une vie courte mais décisive. À 22 ans, elle fut brûlée vive sur un bûcher, accusée d'hérésie par les missionnaires européens. Son crime était d'avoir prêché que Dieu parlait la langue du peuple, que le Christ était né au Congo et que le salut ne viendrait pas de l'Europe, mais du cœur même de l'Afrique. Dans cette terre ravagée par la guerre, les divisions internes et la traite négrière, Kampavita a incarné un espoir inédit. Elle a réuni les brisures d'un empire déchu, ramené la vie dans une capitale oubliée et réconcilié les croyances ancestrales du Congo avec les symboles du christianisme. Elle a proclamé un message de dignité et d'indépendance spirituelle. Elle a parlé au nom de Saint Antoine, mais avec l'âme d'une mère Congo. Saint Antoine m'a envoyé. Je suis son héritière. Je suis sa voix. Il ne vient pas d'Europe. Il est né ici, sur cette terre, parmi vous. Pourquoi Kampavita n'est-elle pas enseignée dans nos écoles? Pourquoi son nom est-il méconnu, voire méprisé, alors qu'elle incarne la résistance spirituelle, la dignité de la femme africaine, la fusion des croyances autochtones et des aspirations chrétiennes? Dans cette vidéo, nous allons redonner chair et vérité à cette figure majestueuse. Raconter son enfance, sa mission, sa foi, ses combats, ses ennemis et sa mort. Mais surtout, nous allons explorer son héritage, ce qu'elle nous laisse en héritage aujourd'hui. Un cri d'indépendance, une spiritualité noire, une femme debout. Voici l'histoire de Kampavita. Voici l'Afrique debout. Je suis l'Afrique, fille des étoiles. Mon nom traverse les âges sans voile. On m'a dit pauvre, on m'a dit silence, mais ma mémoire est une danse. Je suis la flamme dans les regards, le pas ferme sur le boulevard. Je suis le rêve de mes ancêtres, le cri des peuples qui veulent renaître. Je suis l'Afrique debout entière, Ma voix résonne dans la lumière. terre d'avenir, terre d'espoir, ma peau est d'or, mon cœur est noir. Je suis L'Afrique, fière, indomptable,
J'ai nourri le monde et ses royaumes. Sous mes pieds dorment 1000 tomes. J'ai vu les larmes, j'ai vu la gloire, mais je demeure mémoire et miroir. Je suis sable, je suis pluie, je suis rebelle et harmonie. Je suis voix, je suis chant, je suis l'Afrique à chaque instant. Je suis l'Afrique, l'âme vivante, une et forte, toujours vibrante. Ni peur, ni honte, ni abandon. Mon nom est force, mon nom est don. Je suis l'Afrique et je dis non à l'oubli, à l'ombre, au poison. À l'oubli, à l'ombre, au poison. Bien avant l'arrivée des prêtres et des fusils, le Congo était une nation florissante. Au XVe siècle, cet empire s'étendait de l'actuel nord de l'Angola à une grande partie de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Le Congo avait son propre système de justice, ses alliances, ses armées, sa diplomatie. Il était un empire africain rayonnant, digne et fier. Le Congo, affaibli par l'ingérence européenne, sombre dans les guerres internes. Les lignées nobles se disputent le trône, manipulés par les puissances étrangères. Le peuple souffre et perd ses repères. Des villages entiers sont détruits. L'empire n'est plus qu'une mémoire en flammes. Et dans les campagnes, dans les forêts, dans les cœurs écorchés, un nom commence à circuler. Une jeune femme inspirée, une voix mystique, une lueur dans la nuit du Congo. Le souffle de Kempa Vita se lève. En 1684, au cœur d'un royaume blessé mais encore vibrant, naît une enfant destinée à marquer les siècles, Kempa Vita. Mount Kibangu, village perché au sein d'un paysage sacré, est bien plus qu'un lieu de naissance. C'est une matrice spirituelle. Kempa Vita, né dans une famille de la noblesse Congo, est entouré d'un environnement qui allie autorité traditionnelle et sagesse ancestrale. Dès sa naissance, les anciens du village perçoivent des signes, une pluie soudaine, le silence des oiseaux, ainsi que des rêves étranges. Cet enfant n'est pas comme les autres, murmure une vieille femme. Elle porte un feu ancien dans son regard. Très jeune, Kempa Vita commence à avoir des transes mystérieuses. Parfois, elle s'arrête de parler durant des jours, fixant le ciel ou les flammes du foyer. La nuit, elle parle une langue que personne ne comprend. Le jour, elle annonce des choses qui finissent par se produire. Un esprit me parle dans le feu et le vent. Son entourage, d'abord inquiet, finit par s'incliner devant l'évidence, l'enfant est visité par le sacré. Kempa Vita est initié très tôt aux traditions mystiques Congo. Sa grand-mère lui apprend à lire les signes de la nature, à interpréter les rêves, à écouter les murmures des ancêtres. Elle découvre la force d'une Kisi, ces objets sacrés qui relient le monde visible au monde invisible, et comprend que le spirituel n'est pas étranger au quotidien. Le monde est traversé par les ancêtres. Le corps est terre, l'esprit est feu. Elle grandit dans cette alchimie entre la sagesse africaine et les débuts d'un christianisme imposé. Les missionnaires capucins, implantés dans la région, font pression pour enseigner aux enfants les principes de la foi chrétienne. Kempa Vita assiste au catéchisme, apprend le Notre Père et reçoit le baptême. Mais son regard, profond, pose des questions que même les prêtres n'osent formuler. Elle lit les évangiles, les récite, mais ne comprend pas pourquoi les saints sont tous blancs et pourquoi Dieu semble si lointain. Pourquoi Saint Antoine ne viendrait-il pas au Congo? Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas notre langue? Vers l'adolescence, Kempa Vita devient connu dans sa région pour ses dons de guérison. Des enfants fiévreux retrouvent leur vigueur après ses prières. Des femmes stériles tombent enceintes. Des conflits familiaux se résolvent après ses paroles. Les anciens du village commencent à la consulter comme une prêtresse. L'Esprit de Dieu est avec cet enfant,
dit-on dans les villages alentours. Sa famille, respectueuse des traditions, commence à croire qu'elle est la réincarnation d'une entité ancienne. Le mot prophétesse circule déjà, murmuré entre deux silences. Dieu m'a appelé dans ma langue, pas dans la vôtre. Le ciel m'a parlé dans les forêts du Congo, pas dans les cathédrales d'Europe. Une tension commence alors à monter. Le choc des mondes se prépare. Dans le silence des montagnes du Congo, une voix s'éveille. Et bientôt, elle parlera pour tout un peuple. La rumeur court, la prophète du Congo est née. Kampavita se met à prêcher dans les villages. Elle annonce la renaissance du Congo, la purification de la foi et le retour à une spiritualité authentique. Elle dénonce les divisions politiques, les guerres fratricides et l'hypocrisie du clergé européen. Son message est radical. Jésus est né à Mbanza, Congo. Marie est du Congo et Dieu parle Kikongo. Cette parole, dans un royaume blessé, en ruine, fait l'effet d'une révolution. C'est là le cœur de sa doctrine. Elle ne rejette pas la foi chrétienne, mais la réapproprie. Elle l'africanise. Elle remet au centre le Congo comme lieu sacralisé, lieu d'élection divine. En affirmant que les saints sont noirs et que le salut ne passe plus par Rome, mais par Mbanza, Congo, elle renverse l'ordre colonial. Elle utilise les textes bibliques, mais en les reliant aux traditions Congo. Elle prêche que les Africains ne doivent plus se voir comme des convertis, mais comme des héritiers de la véritable foi. Elle parle de l'égalité des peuples, de l'unité de l'âme humaine, et condamne la traite négrière. Pour elle, l'Europe s'est emparée de la foi pour dominer. Mbanza, Congo ne redevenait pas seulement une ville, elle devenait un haut lieu prophétique. Le centre d'un monde africain décolonisé spirituellement. Elle n'était plus seulement prophétesse. Elle était désormais guide, stratège et médiatrice. Elle rassemblait les clans et les factions ennemies. Elle parlait d'unité, de justice et d'égalité devant Dieu. Dans ses sermons, elle proclamait « L'âme n'a pas de couleur. Ceux qui vivent dans la droiture sont frères. Le Christ n'est pas venu pour diviser, mais pour réunir. » Kampavita réaffirmait « Le royaume du Christ est ici, dans cette terre, avec ce peuple. » C'est dans ce contexte qu'un véritable état spirituel se mit à naître. Non reconnu par les autorités coloniales, bien sûr, mais porté par la foi populaire. Une utopie vivante, où la prophétie devenait gouvernance, où la foi devenait pouvoir. Mbanza, Congo ou San Salvador devenait alors un centre de résistance non violente, une vision politique nouvelle, enracinée dans l'Afrique, portée par une femme, par une foi noire, par une dignité retrouvée. À Mbanza, Congo, Kampavita n'a pas seulement reconstruit une ville, elle a rebâti l'âme d'un peuple. Je suis l'Afrique, fille des étoiles. Mon nom traverse les âges sans voile. On m'a dit pauvre, on m'a dit silence. La voix de Kampavita portait loin, bien au-delà des forêts du Congo. Elle n'était pas simplement une prophétesse ou une visionnaire, elle était la fondatrice d'une véritable théologie noire, enracinée dans l'Afrique et dans l'âme du peuple Congo. Son message n'était pas une simple adaptation du christianisme, mais une réécriture totale et une reconquête spirituelle. Le salut ne vient pas de l'Europe. Il vient du Congo, d'un Congo réconcilié avec lui-même, débarrassé des guerres civiles et de l'emprise coloniale. Kampavita, par sa parole, forge une nouvelle conscience noire, une conscience digne, enracinée, souveraine. Elle considère que sa mission est sacrée, au-dessus des structures humaines et même royales. Kampavita voit clair dans les alliances troubles. Pour elle, les nobles Congo, en collaborant avec les Portugais et en participant à la traite des esclaves, ont trahi l'esprit du Congo et du christianisme. Vous vendez vos frères pour de l'alcool, pour des armes. Mais qui achètera vos âmes perdues? Elle attaque les fondements même du système de pouvoir, la noblesse, l'Église, la domination étrangère. Elle est une révolution à elle seule. Malgré les invitations insistantes à rentrer dans les rangs et à se faire ordonner par les autorités religieuses, Kampavita refuse. Pour elle, sa mission est divine, directe, non négociable. Elle n'a pas besoin de validation étrangère. Aucune main humaine ne peut sceller ce que l'Esprit a choisi. Elle redéfinit le sacerdoce, le charisme,
la légitimité spirituelle à travers une perspective africaine, libre et ancrée dans le vécu du peuple. Mais une chose est claire, Kampa Vita ne reculera pas. Elle porte, seule, la torche d'une Afrique qui se relève, d'une Afrique qui refuse de se plier à la logique de la soumission. Je suis l'Afrique, fille des étoiles. Mon nom traverse les âges sans voile. On m'a dit pauvre, on m'a dit silence. Au début du XXe siècle, un autre prophète surgit du sol Congo, Simon Kimbangu. Comme Kampa Vita, il prêche une foi noire, une spiritualité enracinée, une lecture africaine du message chrétien. Il est traqué, arrêté, condamné à la prison à vie. L'église kimbanguiste, née de son message, devient l'une des premières églises chrétiennes africaines indépendantes. Elle s'inscrit directement dans l'héritage de Kampa Vita, même si ses fondateurs n'osent pas toujours la nommer. Son influence vit dans les messes en langues africaines, dans les rituels réinterprétés, dans les chants où résonne le nom d'Antonia. Aujourd'hui, des dizaines d'églises en Angola, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa se réclament de cette filiation spirituelle. Kampa Vita est l'une des figures les plus puissantes de la résistance féminine africaine. Comme la reine Nzanga avant elle, comme Nwanda au Zimbabwe, comme Harriet Tubman en Amérique, elle incarne la femme debout face à l'ordre colonial. Elle est devenue un modèle pour les femmes noires qui refusent d'être invisibilisées. Dans les Je suis l'Afrique, fille des étoiles. Mon nom traverse les âges sans voile. On m'a dit pauvre, on m'a dit silence. Mais ma mémoire est une danse. Je suis la flamme dans les regards, le pas ferme sur le boulevard. Je suis le rêve de mes ancêtres, le cri des peuples qui veulent renaître. Je suis l'Afrique debout entière, ma voix résonne. La reine Nzanga Mband, connue également sous le nom de Nja ou Anna de Souza Nzanga, est une figure emblématique de l'histoire africaine. Née vers 1583, elle fut la souveraine du royaume de Ndongo et plus tard de Matamba, deux territoires situés dans l'actuel Angola. Nzanga est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands symboles de résistance africaine face à la colonisation européenne, en particulier contre l'Empire portugais. Ce qui distingue Nzanga des autres figures historiques de son époque, c'est sa capacité à combiner la diplomatie, la stratégie militaire et la gouvernance éclairée dans un contexte extrêmement hostile. Elle a su non seulement défendre son peuple contre la traite négrière, mais aussi jouer un rôle essentiel dans la préservation de la souveraineté de son royaume. Sa vie est un modèle de leadership féminin et son nom continue d'inspirer, aussi bien en Angola qu'à travers le monde. Nzanga est particulièrement connue pour ses talents de négociatrice habile, capable de dialoguer avec des puissances européennes tout en maintenant des alliances avec d'autres royaumes africains. Sa conversion stratégique au christianisme, son adoption du nom portugais Ana de Souza et son habileté à exploiter les rivalités entre Européens témoignent de son intelligence politique. Elle était non seulement une reine, mais aussi une visionnaire, prête à tout pour garantir l'indépendance de son peuple. Nzanga occupe une place particulière dans l'histoire de l'Afrique, car elle incarne la résistance contre l'esclavage et la domination européenne. Elle est l'une des rares figures féminines à avoir défié avec succès une puissance coloniale européenne, et son règne est marqué par une lutte ininterrompue contre l'expansion portugaise en Angola. Nzanga est né vers 1583 au sein de la dynastie Mbundu, l'une des principales ethnies de l'Angola précoloniale. Contrairement à la majorité des femmes de son époque, Nzanga reçut une éducation militaire et politique complète sous la supervision directe de son père. Le Ngola Kiluanji, Nzanga accompagnait son père sur les champs de bataille et lors des conseils de guerre. Elle apprit à manier les armes, à monter à cheval et à commander des troupes. Cette formation militaire précoce fit d'elle une redoutable stratège, capable de mener des offensives militaires tout en défendant les intérêts de son royaume face aux envahisseurs portugais. Parallèlement, elle reçut une éducation politique qui lui permit de comprendre les rouages de la gouvernance et de la diplomatie.
Elle fut initiée aux relations avec les autres royaumes africains voisins et à la manière de négocier avec les puissances européennes qui tentaient d'étendre leur influence dans la région. Cette double formation, politique et militaire, fut cruciale dans son ascension future au pouvoir. Elle participa activement aux cérémonies religieuses, ce qui lui permit de gagner la confiance des chefs locaux et de s'imposer comme une figure spirituelle forte au sein de son royaume. Cette dimension spirituelle jouera un rôle clé dans sa gouvernance. Nzinga utilisera, selon la tradition Mbundu, un événement particulier à la naissance de Nzinga marqua son destin. Elle serait née avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Dans la culture locale, ce signe était interprété comme un présage indiquant que l'enfant serait doté d'une grande force de caractère et destiné à devenir un leader. Une femme sage aurait prophétisé que Nzinga deviendrait reine un jour et qu'elle mènerait son peuple dans des périodes de grandes épreuves. Cette prophétie joua un rôle important dans la construction de son image en tant que future souveraine. Dès son plus jeune âge, elle fut perçue comme une enfant spéciale, destinée à accomplir de grandes choses. Ce mythe contribua également à renforcer son autorité lorsqu'elle accéda au pouvoir, car il lui donnait une aura presque divine aux yeux de son peuple. Nzinga elle-même utilisa habilement cette légende pour asseoir son pouvoir. Elle se présenta non seulement comme une reine guerrière, mais aussi comme une figure investie d'une mission divine pour protéger et guider son peuple. Cette capacité à exploiter les croyances populaires et les symboles culturels fit d'elle une dirigeante redoutée et respectée, autant par ses alliés que par ses ennemis. Nzinga joue un rôle crucial dans l'émergence de cette résistance. En tant que stratège et diplomate, elle cherche à unifier les forces africaines, tout en négociant avec les puissances européennes pour limiter les destructions. Elle adopte une approche pragmatique, alternant entre la guerre et la diplomatie selon les circonstances. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes et de guerres incessantes que Nzinga fait son entrée sur la scène politique. Sa capacité à comprendre les dynamiques complexes de son époque et à anticiper les actions de ses ennemis fait d'elle une leader exceptionnelle, capable de tenir tête à l'une des plus grandes puissances coloniales de son temps. En 1621, Nzinga est reconnue pour sa maîtrise de la langue portugaise, son intelligence politique et ses talents d'oratrice. Contrairement à d'autres émissaires africains, elle connaît parfaitement les usages et les coutumes des Européens, ce qui lui permet d'interagir d'égal à égal avec les représentants portugais. La mission de Nzinga est claire, obtenir le retrait des troupes portugaises d'une forteresse construite sur les terres du Ndongo et faire cesser les raids esclavagistes menés par les Imbangala sous le contrôle portugais. Cette conférence est cruciale, car l'avenir du royaume de Ndongo en dépend. À ce moment-là, les Portugais ont une position dominante, mais Nzinga sait que la guerre n'est pas encore perdue si elle parvient à négocier habilement. Lors de cette conférence de paix, un incident symbolique survient, marquant à jamais l'histoire de Nzinga et renforçant son image de souveraine fière et déterminée. Selon les récits, lorsqu'Nzinga arrive à la rencontre avec le gouverneur portugais, celui-ci lui propose de s'asseoir sur une natte posée à même le sol, une posture réservée aux subordonnés dans les coutumes locales et portugaises. Le gouverneur, en agissant ainsi, cherche à établir sa supériorité symbolique sur Nzinga et, par extension, sur le royaume de Ndongo. Refusant cette humiliation, Nzinga ordonne à l'une de ses esclaves de se mettre à genoux et s'assied sur son dos, créant ainsi un trône improvisé. Ce geste fort montre que Nzinga n'acceptera jamais de se positionner en inférieur dans les négociations avec les Portugais. Cet épisode, souvent raconté dans les récits historiques, illustre la dignité et l'ingéniosité de Nzinga qui parvient à s'affirmer face à une puissance coloniale. Ce moment a une portée symbolique importante dans la culture angolaise et africaine. Il représente la résistance contre l'humiliation coloniale et le refus de se soumettre. Nzinga n'est pas simplement une négociatrice, elle est une dirigeante qui sait utiliser les symboles pour affirmer son pouvoir. Malgré les tensions, Nzinga parvient à conclure un traité de paix avec le gouverneur portugais. Ce traité stipule plusieurs conditions favorables au Ndongo, notamment 1. Le retrait des troupes portugaises de certaines forteresses. 2. La libération des captifs Mbundu retenus par les Portugais. 3. L'arrêt des raids menés par les Imbangala. Ce traité représente un succès diplomatique majeur pour Nzinga. En obtenant ces concessions sans recourir à la guerre, elle démontre son habileté politique et sa capacité à défendre les intérêts de son royaume. Cependant, les Portugais ne tarderont pas à violer les termes de cet accord, ce qui conduit Nzinga à adopter par la suite une posture beaucoup plus combative. Il est important de noter que ce traité marque un tournant dans l'histoire de Nzinga.
Elle comprend que la diplomatie seule ne suffira pas pour garantir la sécurité de son peuple. Cette leçon influencera sa stratégie future, où elle combinera guerre et négociation pour préserver son royaume. Au cours de ces négociations, Nzinga fait un choix stratégique qui suscite encore aujourd'hui des débats parmi les historiens. Elle décide de se convertir au christianisme et adopte le nom portugais de Dona Ana de Souza, en hommage à l'épouse du gouverneur, qui devient sa marraine lors de son baptême. Cette conversion est-elle sincère ou purement tactique? La réponse semble se situer entre les deux. Nzinga comprend que la religion est un outil politique puissant dans les relations avec les Européens. En se convertissant, elle espère 1. Gagner la confiance des Portugais et renforcer les chances de maintenir la paix. 2. Accroître sa légitimité auprès des missionnaires catholiques qui jouent un rôle important dans les affaires locales. 3. Obtenir un soutien diplomatique plus large en Europe en se présentant comme une reine chrétienne civilisée, opposée aux païens locaux. Cependant, il serait réducteur de voir cette conversion comme une simple ruse politique. Nzinga adopte réellement certains aspects du christianisme, notamment dans les dernières années de sa vie, où elle fait construire des églises et invite des missionnaires à enseigner à son peuple. Cela montre qu'elle a su intégrer cette nouvelle religion dans sa stratégie de gouvernance sans renier pour autant les traditions culturelles et spirituelles de son peuple. Cette conversion marque également une évolution dans les relations entre le Ndongo et les Portugais. Nzinga comprend que pour survivre face à une puissance coloniale comme le Portugal, elle doit maîtriser les codes de l'adversaire tout en préservant l'essence de son identité culturelle. C'est cette capacité d'adaptation qui fera d'elle une dirigeante respectée et crainte. Nzinga comprend alors qu'elle ne peut compter uniquement sur les soutiens internes du royaume. Elle doit s'appuyer sur des alliances solides et prouver sa légitimité par des actions concrètes, tant sur le plan militaire que diplomatique. Devenir reine dans une société dominée par les hommes est un défi de taille, mais Nzinga relève ce défi avec brio. Elle s'impose non seulement comme une souveraine légitime, mais aussi comme une dirigeante incontestée, capable de gouverner un royaume en crise. Nzinga adopte les codes de pouvoir masculin pour asseoir son autorité. Elle se fait appeler Ngola, un titre réservé au roi, et prend des décisions fermes pour renforcer son contrôle sur le royaume. Elle s'entoure de conseillers loyaux et réorganise l'administration du Ndongo pour mieux faire face aux menaces extérieures. Cette affirmation de pouvoir est cruciale, car elle permet à Nzinga de consolider son royaume et de préparer ses futures offensives. Elle adopte une stratégie mixte, combinant guerre de guérilla et négociations diplomatiques, tout en cherchant à affaiblir ses ennemis de l'intérieur. Elle doit également faire face aux Mbangala, ces guerriers mercenaires redoutés qui, bien que parfois alliés aux Portugais, agissent souvent de manière indépendante en semant le chaos dans la région. Nzinga réussit à conclure des accords temporaires avec certains groupes Mbangala qu'elle incorpore dans ses troupes pour renforcer son armée. Les guerres de Nzinga contre les Portugais et les Mbangala sont marquées par plusieurs batailles décisives, au cours desquelles elle fait preuve d'un génie militaire exceptionnel. Écoute leur voix. Petits pieds nus sur une terre brûlée. Enfants sans jouets, sans pain, sans paix. Mais ils ont des cœurs et des rêves aussi. Afrique, écoute tes enfants. Naître au camp dans des ruines brûlées. Ils rêvent d'un ballon, d'un livre, d'une fierté. Les sans-voix. Le monde les oublie dans ses statistiques. Mais leur cœur bat. Papier Vous sans devez terre, sans accepter toit. parce qu'il y a un Pas temps d'état pour toute civil, chose. donc pas